camarades qu'on va prendre. Permettez-moi, Monsieur le Président, de faire donc la mise au point dont j'ai parlé tout à l'heure pour éviter tout malentendu. Je vous ai dit que les partis civils ont largement parlé de Nuremberg. Les partis civils et le ministère public ont largement parlé du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Nous en parlons, nous insistons dessus, parce que le but visé, et vous verrez, plus on va avancer, c'est de vous induire en erreur, de créer des comparaisons qui n'existent pas et qui ne doivent pas exister. Au cas qu'on a voulu vous présenter, qui n'ont absolument rien à voir avec ce procès et avec les éléments. C'est d'ailleurs sur cela que je vais m'attarder essentiellement. Il y a eu la Cour spéciale de la République centrafricaine, les chambres spécialisées pour le Kosovo et le tribunal spécial du Liban, lorsque Rafik Hariri est décédé. Ces juridictions, encore une fois, Monsieur le Président, ont été mises en place, soit dans le contexte de la guerre, ou carrément, ou totalement après les conflits, pour juger des faits qui avaient été déjà commis, pour juger des faits commis dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit armé. On ne peut pas donc vous en parler, Monsieur le Président, uniquement pour vous induire en erreur. Enfin, Monsieur le Président, le dernier élément de ces juridictions ad hoc, c'est bien la Cour pénale internationale. On va en parler puisqu'on veut que le statut de Rome qu'il a institué soit appliqué par vous. On ne sait pas pourquoi, mais il faut quand même retenir que si toutes les autres juridictions étaient des juridictions non permanentes, parce que tout simplement instituées pour s'occuper d'un cas bien déterminé, et donc sa durée dépend des procès qui s'y tiennent. La Cour pénale internationale, elle, devient la seule juridiction permanente créée par l'ONU et avec plusieurs États. Notre pays, la Guinée, justement, a ratifié ce statut de Rome qui, pour être fonctionnel, avait besoin de 60 ratifications. Et nous faisons partie des 120, je crois, ou 124 États membres actuels. Mais au moins pour la première fois, on a une juridiction qui va désormais s'intéresser aux faits qui sont commis dans l'avenir. Une juridiction qui, dans les règles, dispose donc pour l'avenir. Pour la première fois, on revient donc aux faits non antérieurs, mais aux faits postérieurs à la commission de ces infractions. De ce qui précède, Monsieur le Président, vous comprendrez aisément qu'il ne peut y avoir de comparaison entre ces différentes juridictions dont j'ai parlé, qu'elles soient créées par les pays vainqueurs, le tribunal militaire international de Nuremberg ou le tribunal militaire international de Tokyo, qu'elles soient créées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'exemple du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie et du tribunal pénal international du Rwanda, qu'elles soient créées par entente entre le Conseil de sécurité de l'ONU et des États comme au Timor oriental et autres, en Sierra Leone, qu'elles soient créées par le Conseil des Nations Unies de manière permanente, comme la CPI. Ces différentes juridictions se distinguent nettement de ce tribunal criminel à plusieurs points de vue. On peut donc d'abord noter que votre juridiction est une juridiction créée par la loi.
C'est une juridiction créée par la loi. Alors que le tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal militaire international de Tokyo est créé par des pays vainqueurs, par une simple convention conclue entre eux. Votre juridiction est créée par la loi, alors que le tribunal militaire international de Tokyo, par exemple, n'est créé que par un simple ordre, un simple arrêté d'un général. Je rappelle, et c'est ce que le ministère public n'a pas voulu vous dire, et les partis civils, parce qu'ils veulent tellement diaboliser le président Moussa Dadis, que l'empereur Hirohito, qui était le premier responsable politique, a été écarté et n'avait jamais été jugé, tant il vivait. Je rappelle, on me dira que Hitler n'était pas vu, il était en fuite, ou il s'était suicidé, mais il n'a pas été jugé. En tout cas, puisqu'on n'avait pas la preuve de sa mort, il pouvait bien être jugé et une décision par contumace devrait être prise à son encontre. Cela n'a pas été fait. Votre juridiction se distingue également, Monsieur le Président, des juridictions ad hoc créées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle se distingue également de la CPI qui est créée par un traité qui adhère aujourd'hui plusieurs pays. Votre juridiction nationale, votre juridiction est aussi une juridiction nationale. Qu'on ne perde pas cela de vue. Nous sommes devant une juridiction nationale. Alors que toutes les juridictions que je venais de citer sont soit internationales, soit internationalisées ou mixtes ou hybrides. Mais nous sommes devant une juridiction nationale. La confusion n'est pas possible. La comparaison n'est pas possible. Votre juridiction est également une juridiction permanente. À part la CPI, toutes les juridictions que j'ai citées ne sont pas des juridictions permanentes. Elles ont été créées uniquement dans un but bien déterminé. Et il ne faut pas qu'on vous induise en erreur pour les comparer. Ce tribunal criminel est une juridiction de droit commun, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Il n'est compétent pour connaître que des infractions de droit commun, alors que les juridictions dont j'ai parlé tout à l'heure sont compétentes pour connaître des infractions internationales, des crimes internationaux qui sont complexes. Les conséquences, vous les verrez, plus on va avancer. Voilà donc, Monsieur le Président, cette mise au point que la défense du président Dadis voudrait faire pour vous permettre de nous comprendre mieux quant à l'application du statut de Rome. Par votre tribunal et également quant à la requalification des chefs d'accusation en crime contre l'humanité et autres responsabilités des supérieurs hiérarchiques. Sur plusieurs points à ce niveau, notamment les conditions générales d'applicabilité du traité international du traité de Rome en droit guinéen et le pouvoir de requalification. On va être très honnête. La défense du président Moussa Dadis Camara partage beaucoup de choses avec le ministère public. Partage beaucoup de choses
Le ministère public en avait parlé. Et sur ce point, nous sommes très d'accord. Des moyens existent donc pour en assurer le respect. D'une part, les traités s'appliquent à tout le territoire des États parties. D'autre part, il lie chacune des parties et seulement chacune des parties. C'est l'effet relatif des traités. L'expression, Monsieur le Président, parties s'entend d'un État qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur. C'est pourquoi les traités ne lient que les États qui les ont expressément acceptés. De ce point de vue-là, la défense du président Dadis est d'accord avec le ministère public et les partis civils, puisque le traité de Rome a été ratifié par notre pays. Ayant donc été ratifié par notre pays, il est important qu'il puisse trouver application. La partie civile avait d'ailleurs indiqué, mais sans aller très loin, que la Guinée appartient au système moniste. Mais il avait oublié de dire que ce système moniste, le système moniste absolu, n'existait plus. Il suffit, Monsieur le Président, de lire l'article 79 de la Constitution à l'époque qui était en vigueur pour comprendre aisément ce que nous venons de dire. Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Ces dispositions indiquent clairement la nécessité de la publication. Mais la publication ne relève pas du mécanisme international. Elle relève du mécanisme ou du fonctionnement interne de notre droit positif. Cela signifie que les règles internes qui fixent les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une publication régulière doivent être des règles votées, adoptées par notre Parlement. Et de ce point de vue, les dispositions préliminaires du Code civil règlent le problème. Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du Code civil sont très clairs là-dessus. Mais une question demeure. Est-ce que la dernière étape liée à la publication avait été réglée? En tout cas, dans cette affaire-là, personne n'a encore produit un document relativement à cela. Mais à supposer même, Monsieur le Président, que le statut de Rome soit pris en compte par le ministère public et les partis civils, et que vous décidiez de l'appliquer, il y a une impossibilité d'appliquer ces statuts pour des raisons très simples, Monsieur le Président. La première raison, c'est que les règles du statut de Rome sont déjà intégrées dans le code pénal. Et chaque article du code du statut de Rome, en ce qui concerne le crime contre l'humanité ou la responsabilité du supérieur hiérarchique, correspond à un article du code
pénal ou du code de procédure pénale. Vous qui êtes une juridiction nationale, pourquoi, devant ces articles de correspondance, vous allez les abandonner pour appliquer les dispositions du statut de Rome, alors que ces dispositions sont déjà intégrées? La deuxième raison, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Il n'y a aucun intérêt à appliquer le statut de Rome dans ce procès. Et pour me répéter, l'article 94 du Code pénal de notre pays correspond à l'article 7 du statut de Rome. Mais pourquoi? Alors que ce sont les mêmes mots, les mêmes virgules, les mêmes points. Mais pourquoi vous vous appuyerez sur l'article 82, sur l'article 7 du statut de Rome, alors que ce que ces dispositions-là vous offrent, vous les obtenez, vous les avez déjà avec l'article 94. Il en est de même pour l'article 94 du Code pénal. Mais c'est l'article 20 du statut de Rome. L'article 97 du Code pénal, c'est l'article toujours 7 du statut de Rome. L'article 198 du Code pénal, c'est l'article 28 du statut de Rome. Pourquoi, Monsieur le Président, dès lors que vous avez ces outils en main, qui sont intégrés dans un code que vous utilisez en tant que juridiction nationale, pourquoi laisser cet outil-là pour utiliser un autre outil beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué? Alors que, comme vous l'aviez dit vous-même, ce procès, c'est un procès guinéen. Nous sommes devant le tribunal criminel et nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, dès lors, quel intérêt à appliquer, à viser et à appliquer les règles du statut de Rome quand les règles sont déjà intégrées dans l'arsenal répressif guinéen? Pour le juge, pourquoi vous allez laisser nos dispositions, les dispositions du code pénal, les dispositions du code de procédure pénale, qui s'appliquent en la matière pour appliquer le statut de Rome? Troisième raison, Monsieur le Président, le règlement du statut de Rome n'est pas celui qui est appliqué devant ce tribunal. De deux choses l'une, ou vous décidez, puisque c'est ce que le ministère public veut, en appliquant, c'est ce que la partie civile, le règlement de la CPI, parce qu'on ne peut pas faire une chose dans les domaines du droit pénal, de la procédure pénale, de l'entraide et de l'assistance judiciaire au niveau international avec la Cour. Invite incessamment à cet égard les États partis au statut de Rome qui n'ont pas encore fait à adopter à titre prioritaire cette législation d'application et encourage l'adoption s'il y a lieu des dispositions relatives aux victimes. C'est clair. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la Guinée a adopté des mesures législatives afin de mettre en œuvre le statut de Rome, ratifié
le 4 juillet 2003, le code pénal guinéen a été modifié par la loi numéro 2016/059/AN du 26 octobre 2016 pour pleinement mettre en œuvre les dispositions substantielles, je dis bien substantielles, du statut de Rome, incluant les principes généraux. Le code de procédure pénale guinéen a été modifié par la loi numéro 2016/60/AN du 26 octobre 2016 et prévoit désormais les dispositions relatives à la coopération avec la Cour pénale internationale. Dès lors, Monsieur le Président, le crime contre l'humanité dont on parle, le statut de Rome, prenant donc effet en Guinée en 2016, par l'adoption des deux tests, le code pénal de 2016, le code de procédure pénale de 2016, en ce qui concerne les infractions qui sont pour lesquelles les infractions de crimes contre l'humanité ou la responsabilité de commandement, c'est uniquement à partir de 2016 que le statut de Rome est effectivement devenu une réalité. Parce que tout simplement, c'est à cette date-là, et conformément aux deux résolutions prises par l'Assemblée des États partis, que la Guinée a accompli, a exécuté ces différentes obligations internationales en ce qui concerne le statut de Rome. On ne peut donc pas penser que ce test peut s'appliquer. Cinquième raison, Monsieur le Président, le principe de la complémentarité ou de la subsidiarité ne permet pas l'application du statut de Rome. Au cours de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la Cour pénale internationale présentait un rapport. Du dit rapport, une résolution a été adoptée par l'Assemblée générale le 2 novembre 2022. L'Assemblée générale, en la dite résolution, dispose au point 5 que, je cite, Monsieur le Président, souligne que la Cour, étant complémentaire des juridictions pénales nationales au terme du statut de Rome, les États doivent prendre dans leur ordre juridique interne des mesures appropriées en ce qui concerne les crimes en présence desquels ils sont tenus en droit international d'exercer leurs responsabilités, d'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites. D'ouvrir des enquêtes et d'engager des poursuites. En cet énoncé, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, l'enquête doit conditionner les poursuites. Et nous en parlerons largement quand nous allons parler de la requalification demandée. L'enquête ouverte selon les dispositions des lois du pays qui appliquent le principe de la complémentarité. La CPI étant complémentaire des juridictions guinéennes. C'est justement pour cette raison, Monsieur le Président, que le 8 février 2010, le procureur général, près la Cour d'appel de Conakry, conformément à l'article 55, alinéa 1 du Code pénal guinéen à l'époque, désignait 3 juges d'instruction, le collège des juges que nous connaissons, pour mener une enquête à l'échelle nationale à propos des événements du 28 septembre. Le 29 décembre 2017, ce pool des juges a donc clôturé
son instruction et renvoyer l'affaire en jugement. Les chefs d'accusation étant retenus: meurtre, assassinat, viol, pillage, torture, enlèvement, entrave, non-assistance à personne en danger et complicité. Ces chefs d'accusation ont été retenus contre les accusés à la fois en tant que présumés auteurs, mais également en tant que complices. Le 25 juin, la Cour suprême a rejeté une série de pourvois contestant la portée de l'instruction et a confirmé la décision des magistrats instructeurs. C'est ce qui a permis d'amorcer ce procès, Monsieur le Président. Voyez-vous, en raison donc de ce principe, du respect de ce principe, de la complémentarité ou de la subsidiarité, les juridictions nationales qui ont pris leurs responsabilités ne peuvent plus laisser la place à la CPI. C'est pour ça que seules sont les règles internes qui doivent s'appliquer et non le statut de Rome. Sur le deuxième volet, Monsieur le Président, lié à la requalification des faits en crimes contre l'humanité et autres responsabilités de commandement ou de supérieur hiérarchique, nous voulons d'abord vous dire que la qualification juridique des faits est une opération qui consiste à faire entrer des faits dans une catégorie juridique bien déterminée. C'est donc tenter d'assimiler des faits concrets à une catégorie abstraite énoncée par la loi. C'est en ce sens, d'ailleurs, que la formule « nullum crimen, nulla poena sine lege », selon lequel il ne peut y avoir ni infraction, ni peine sans test de loi, ce pouvoir se heurte au respect des droits de la défense, qui est donc l'exception. Concrètement, cela veut dire qu'il n'est pas dans le pouvoir souverain, qu'il n'est pas dans le pouvoir discrétionnaire, qu'il n'est pas dans l'impérium du juge pénal de procéder à la qualification des faits de la poursuite, sans avoir à s'interroger sur l'observation des droits de la défense. Ces droits ne peuvent en aucun cas faire l'objet de violations. Ces droits ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'inobservation. Non seulement cela reviendrait à l'arbitraire d'un juge, mais cela reviendrait à ouvrir la voie à la censure qui interviendra demain ou après-demain, parce que votre décision pourra faire l'objet de recours. Les droits de la défense sont sacrés. Et les droits de la défense dont il s'agit sont, entre autres, le droit d'être notifié des faits de la poursuite, le droit d'être interrogé et entendu sur ces faits, le droit de se défendre. De ce point de vue, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, l'article préliminaire du Code de procédure pénale énonce les caractères de la procédure pénale, les conditions de la poursuite, la responsabilité des autorités chargées de l'action publique, l'obligation pour les autorités judiciaires de respecter les garanties procédurales suivantes. Le principe de la présomption d'innocence. Vous l'avez toujours respecté. D'ailleurs, en distinguant entre les juridictions créées par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas la même perception de la présomption d'innocence, je vous ai dit que vous avez pleinement démontré que vous maîtrisez et respectez la présomption
d'innocence, même si le parquet n'en fait pas autant, même si la partie civile n'en fait pas autant. C'est aussi le droit à un procès équitable, le droit à la défense, le droit de la personne poursuivie d'être informée de ses droits, le droit pour toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable et de voir sa condamnation examinée par une juridiction. Est-ce que, Monsieur le Président, pour les faits graves de crimes contre l'humanité, pour les faits graves de responsabilité de commandement, est-ce que le président Moussa Dadis Camara a été interrogé sur ces faits pour qu'il donne sa version des faits? Est-ce que ces faits lui ont été notifiés? Est-ce qu'il a été entendu sur ces faits? Est-ce qu'il a été entendu oralement ici ou sur PV sur la qualification crime contre l'humanité? Est-ce qu'il a été notifié de faits liés à sa responsabilité de commandement en tant que chef militaire? Puisque le parquet veut faire passer, parce qu'il était président de la Guinée, et donc commandant en chef des forces armées, on veut faire comprendre que ce titre honorifique fait de lui, en dehors de tout conflit, en dehors de tout contexte de guerre, un chef militaire. Mais nous allons arriver et nous allons démonter cela de manière très élémentaire par les armes que le parquet lui-même nous a remis à travers les décisions qu'elle a produites pour vous inspirer, pour asseoir la conviction de ceux qui n'ont jamais été entendus sur ces faits. À partir du moment où ces faits ne lui ont jamais été notifiés, à partir du moment où il ne s'en est jamais défendu, il ne peut y avoir de requalification. Parce que votre pouvoir de requalification n'est pas souverain. Votre pouvoir de requalification doit se heurter au respect des droits de la défense. Parce que si vous requalifiez, vous aurez commis l'arbitraire. Et si vous commettez l'arbitraire, votre décision est devant sûre d'être censurée. Je sais, Monsieur le Président, que vous n'accepterez jamais d'être trompé dans ce sens-là. C'est pour ça que les dernières parties de mes plaidoiries sont justement consacrées à la tentation des erreurs judiciaires qui pourraient intervenir et les responsables de telles erreurs qui peuvent vous induire encore une fois, à déshumaniser la justice. On ne peut pas aujourd'hui, sur ce point-là, indiquer. Mais j'étais dans un cadre général.